Malgré l'inefficacité de sa politique de travail, le Premier ministre Christian Tse a encore été reconduit car Ranjadwil est enchaîné et ne peut se défaire de lui, ont déclaré les analystes politiques aujourd'hui. La déviation du tracé de l'autoroute Rio-Luantana-Jiva-Thomas est exigée par les associations et organisations de la société civile afin de préserver les forêts et parcs naturels de la nouvelle aire protégée d'Anzozurbiangav ainsi que du corridor Akin-Nzaamene, outre la suspension du projet. Dans l'actualité internationale, au moins 21 personnes, majoritairement des élèves, ont été tuées et 69 ont été blessées vendredi dans le centre du Nigeria où une école s'est effondrée pendant des examens. Malgré une politique de travail inefficace, le Premier ministre Christian Tse est toujours reconduit. Selon les analystes politiques, ce n'est pas par manque de candidats alternatifs, mais parce que le président ne peut se défaire de ce Premier ministre. Si les députés avaient vraiment débattu et examiné le bilan du Premier ministre Christian Tse, ils n'auraient jamais suggéré sa reconduction. Son bilan est très négatif. Selon le dernier indicateur, Madagascar se classe 175e. Nous reculons, ce qui signifie que le gouvernement qu'il dirigeait n'était pas efficace. Ce n'est pas que le régime manque de candidats, il y a de nombreuses personnes au sein du parti qui auraient pu être Premier ministre. Mais c'est comme si le président était enchaîné et ne pouvait se défaire de Christian Tse. Rappelons qu'une motion de censure a déjà été initiée par des députés pro-régime et indépendants contre le Premier ministre Tse. Cependant, celle-ci a été annulée et a conduit à la destitution de la présidente de l'Assemblée nationale, Christine Razanamassou. Il est évident que le pouvoir exécutif contrôle le pouvoir législatif. Les observateurs et le peuple malgache souhaitent sa démission et ne veulent plus le voir à la tête du gouvernement en raison de l'inefficacité de son administration. En tant que chef du gouvernement, il devrait faire preuve d'humilité en démissionnant et en cessant ses fonctions. Il est également surprenant de constater que certains députés, bien qu'ayant perdu leur enthousiasme pour ce Premier ministre, continuent simplement à suivre et à l'accepter. Ils semblent avoir abandonné leurs convictions et leurs responsabilités envers ce qu'ils jugent être bénéfique pour le pays. Il est évident qu'ils continueront ainsi pour le reste de ce mandat législatif, suivant les ordres de l'exécutif, son débat véritable à l'Assemblée nationale, où seules les lois désirées par l'exécutif seront adoptées. Il n'y a plus d'équilibre régional dans le pays. Le président de la République et celui du Sénat sont tous deux originaires d'Antananarivo. Le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale viennent d'Atsranan et le président de la Haute Cour constitutionnelle est originaire de Touliage. Face à ce déséquilibre, y aura-t-il de stabilité politique? Qu'adviendra-t-il des autres régions qui réclament depuis longtemps une reconnaissance? Ces régions, qui possèdent également leur propre intellect et dignité, risquent de se sentir marginalisées. De plus, que feront les régions victimes de harcèlement, en particulier le Sud-Est? Quatre groupements parlementaires ont été constitués à l'Assemblée nationale à l'issue de la récente session spéciale des députés, dont le groupement parlementaire Firin-Sakin, qui compte 22 députés, l'UPAD, ou Union parlementaire pour la démocratie, qui en compte 17, le GPRI, ou groupe parlementaire pour le Rassemblement des indépendants, qui compte également 17 députés, et enfin le groupe parlementaire IRMAR, auquel 16 députés indépendants se sont joints. Selon les règles de l'Assemblée nationale, un groupe parlementaire doit comprendre au moins 15 députés. Les 6 députés de la FIVOE sont donc restés non inscrits à des groupements parlementaires. Malgré quelques restrictions, cela n'altère pas la motivation de ces députés de la FIVOE à s'exprimer et faire entendre leur voix à l'Assemblée nationale. L'adhésion à un groupe parlementaire est utile pour mener un combat pour ses convictions à l'Assemblée nationale, que ce soit pour une loi, un projet de loi ou une proposition de loi. Nous avons formé notre propre groupe, bien que celui-ci ne soit pas légalement constitué au sein de l'Assemblée nationale.
Nous ne sommes que 6, mais nous continuerons à défendre nos convictions et à faire entendre notre voix. Nos possibilités de prise de parole pourraient être légèrement réduites, car les groupes parlementaires bénéficient de privilèges spécifiques lors des séances plénières. Cependant, aucun texte n'interdit aux députés non inscrits à des groupes parlementaires de s'exprimer. En d'autres termes, nous continuons de jouir de nos droits de députés, même si nous ne remplissons pas la condition des 15 membres nécessaires pour former un groupe parlementaire. Les 6 députés de la FIVOI ont également souligné leur indépendance vis-à-vis du parti au pouvoir, des indépendants qui soutiennent le régime en place, ainsi que du Firin Sakine. À ce jour, aucun décret d'approbation du calendrier électoral pour les élections communales proposé par la CENI, ni de décision concernant la caution électorale ou l'appel aux électeurs n'a encore été publié. Selon la proposition de la CENI, les élections des maires et des conseillers municipaux sont prévues pour le 6 novembre 2024, où la période de dépôt des candidatures est fixée du 8 au 22 juillet. Cette situation souligne, selon le président du parti VHT, le manque d'indépendance de la CENI, car l'exécutif n'a pas le pouvoir de modifier le calendrier proposé par la CENI. Son rôle se limite à la promulgation de décrets. La CENI n'est pas vraiment une commission indépendante, même si certains affirment le contraire. Si elle était réellement indépendante, elle aurait proposé son calendrier et aurait réclamé la promulgation de son décret d'approbation. Normalement, la procédure devrait être que la CENI propose un calendrier et que l'exécutif l'approuve sans modification. Certes, le président de la CENI a affirmé ne pas avoir le pouvoir de décréter les dates électorales, mais en tant que commission indépendante, il aurait été préférable qu'elle propose une date et que le gouvernement l'approuve telle qu'elle, sans modification. Le même principe s'applique à la caution électorale. Le rôle de l'exécutif se limite à la publication de décrets, non à la modification des propositions de la CENI. Il est ainsi évident que des calculs politiques motivent le retard du gouvernement à publier jusqu'à aujourd'hui le décret d'approbation du calendrier électoral proposé par la CENI. Ces manœuvres politiques, craint-on, ne sont pas destinées à bénéficier au pays, mais risquent au contraire de causer davantage de préjudice, comme lors des 2 dernières élections consécutives. Si ces décrets ne sont pas encore promulgués, il est clair que cela relève de calculs politiques. Ces manœuvres politiques risquent de conduire le pays encore plus loin vers l'abîme, vers les mêmes irrégularités qui ont marqué les dernières élections, surtout celle du 29 mai dernier. Après tant d'années dans le monde politique, je n'ai jamais vu d'élection aussi mal gérée. Cela a été une honte, mais malheureusement, il semble qu'on ne puisse rien y faire. On ne peut que faire appel à la conscience de chacun face à la destruction du pays. Jusqu'à présent, aucune action n'a été entreprise pour la tenue des élections communales. Les observateurs se demandent si cela est dû à un manque de candidats à proposer de la part des dirigeants ou à une insuffisance financière pour organiser ces élections de proximité. Des mesures sont attendues, d'autant plus que le Premier ministre a été récemment désigné. Outre la suspension du projet d'autoroute reliant Atal-Najiv à Thomas, les 50 associations et organisations de la société civile demandent la déviation du tracé du projet afin de préserver les forêts et le parc naturel de la nouvelle aire protégée d'Anzozurbi-Agav, ainsi que du corridor Kenyen-Sahamen. Ces associations et OSC ont également souligné qu'au lieu de lancer un projet qui nuit à l'environnement, il serait préférable de réhabiliter les routes nationales numéro 2, numéro 3 et numéro 44, ainsi que la voie ferrée reliant Atal-Najiv à Thomas. Jusqu'à présent, aucune réponse n'a été donnée concernant ces suggestions, selon les explications. Les aires protégées et les parcs naturels, ainsi que les êtres vivants qui les habitent, sont essentiels à la vie des habitants. Sans ces forêts, les rivières sont perdues, car elles constituent la base de la vie des habitants. C'est pourquoi la mise en place d'aires protégées est cruciale. Nous avons avancé des suggestions et nous aimerions savoir si elles ont été prises en compte. Comment les tracés vont-ils être modifiés?
Ces associations et OSC ont souligné que le projet d'autoroute nuit non seulement à l'environnement, mais aussi à l'économie des habitants touchés, impactant leur production. Sur le plan économique, si je ne prends que l'exemple d'Ida Ambatazak, le tracé de l'autoroute traverse les rizières de Dide dans sa partie sud, couvrant environ 30 hectares sur une largeur de 30 mètres et sur plusieurs kilomètres. Combien d'hectares de rizières ont ainsi été perdus? En outre, la destruction du corridor Ankenien-Zahamin risque de suspendre les financements pour les projets de développement de Madagascar. Tout cela a des impacts significatifs sur le plan social. Selon ces associations et OSC, des discussions et consultations auraient dû précéder la réalisation d'un projet de l'envergure de l'autoroute. Ce projet semble être mis en œuvre de force et imposé sans tenir compte des dommages potentiels sur la vie des gens et sur l'économie. De plus, il s'agit d'un projet qui pourrait endetter les Malgaches pour les générations à venir sans perspective de rentabilité dans sa forme actuelle. Malgré ces alertes, les dirigeants font la sourde oreille, comme ils l'ont fait pour les projets Tanamaswaj et le téléphérique, actuellement suspendus. Selon un article du journal en ligne Africa Intelligence du 11 juin dernier, Andradwell refuse de financer l'exploitation du téléphérique, projet pour lequel il a pourtant insisté, malgré les critiques concernant les dommages potentiels et la dette à long terme pour le peuple malgache. À présent, les associations et OSC du pays demandent la suspension du projet autoroute. Andradwell continuera-t-il malgré tout à insister? Qu'un effort significatif n'a été observé pour faire face à l'insécurité alimentaire croissante à Madagascar, qui ne se limite plus à la seule région d'Anjouï, mais s'étend désormais à presque tout le pays. Pourtant, en 2023, le programme de l'État malgache visant à lutter contre l'insécurité alimentaire et à atteindre l'autosuffisance alimentaire a bénéficié d'un soutien financier substantiel de 334 millions de dollars venant de la Banque africaine pour le développement et de 100 millions du Fonds international de développement agricole. Selon les dernières statistiques de la Banque mondiale, le taux d'insécurité alimentaire a augmenté de 23% en 2023 par rapport aux 3 derniers mois de 2022 et de 81% par rapport à la période d'avril à août 2021. Le manque de coopération dans la lutte contre la malnutrition à Madagascar est une des raisons de la persistance de ce fléau, en particulier dans la région du Sud, qui affiche les taux les plus élevés, comme l'a souligné Action contre la faim Madagascar. La lutte contre la faim nécessite une coopération nationale et des approches coordonnées. La coordination entre les intervenants doit être améliorée. Les ONG, l'État et le secteur privé doivent coopérer dans cette lutte commune pour atteindre les mêmes objectifs. Bien que cette coopération soit déjà visible, elle doit être renforcée. Les ressources disponibles pour cette lutte sont les mêmes. L'ennemi à vaincre est la malnutrition et la famine qui sévissent dans le sud. Mais les ressources sont dispersées, ce qui rend la lutte plus difficile. Un groupement des moyens faciliterait grandement cette lutte. La sécurité alimentaire a un impact significatif sur le développement et la productivité de la population. Cela se traduit par exemple par une diminution du taux de réussite scolaire, une augmentation de l'abondance scolaire, ainsi qu'une baisse du niveau intellectuel général de la population. Rappelons qu'Action contre la faim Madagascar avait organisé un atelier national pour coordonner les efforts à la base, respecter les normes existantes et répondre aux besoins de la population malgache. Une course contre la montre pour retrouver des survivants. À coups de pelle et de pioche, les secouristes creusent les décombres à la recherche d'élèves encore en vie. L'école Saint Academy à Jos, capitale de l'État du Plateau, s'est effondrée pendant qu'ils passaient leurs examens. Plus d'une centaine d'élèves de cette école privée ont été secourus et emmenés à l'hôpital. Il y avait beaucoup d'enfants piégés à l'intérieur. Certains ont été secourus et hospitalisés, mais beaucoup sont encore là. Et c'est pour ça que vous pouvez voir les pelleteuses à l'œuvre. Les routes en mauvais état ont rendu difficile l'accès des ambulances. Pendant toute la journée, les proches des élèves, mais aussi les curieux, ont convergé vers les lieux du drame. La cause de l'effondrement n'a pas été établie, mais il s'est produit après 3 jours de pluie intense dans la région.
Les effondrements de bâtiments sont assez fréquents au Nigeria. Il y en a déjà eu plus d'une vingtaine depuis le début de l'année. Ils peuvent être causés par la mauvaise qualité des matériaux et le non-respect des normes de construction.